Les acteurs de la communication Mais sont là. on a souvent parlé de télé-réalité. Là, si on parlait juste 2 secondes de communication informelle, qu'est-ce qu'il raconte? Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gai, mais c'est plus de la télé-réalité. On est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. Lui, il est au milieu de tout ça comme un évangéliste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en train de hurler comme un gourou, mais il est presque effrayant. Oui, parce que dans le montage, on avait le premier meeting emblématique d'Emmanuel Macron, et là, celui de Marseille, samedi, idem. Mais sur le plan de la communication, c'est presque effroyable parce que finalement, tous les atouts qu'il avait au début de la campagne, la jeunesse, l'empathie, le désir de changement, il les a cachés derrière cette gadgetisation de la campagne qui fait qu'aujourd'hui, franchement, moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. C'est terrible pour lui. Et en même temps, il y a une logique parce qu'en fait, Emmanuel Macron a construit sa campagne sur de la pédagogie. Et en fait, la première chose que l'on regarde quand on conseille un dirigeant, c'est qu'on le laisse parler naturellement pour comprendre qui il est et faire une sorte de profil de sa personnalité, surtout de sa façon de communiquer. Dans les grandes lignes, il y a 3 profils. Vous avez les émotionnels, type Mélenchon, Le Pen, qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec leurs émotions. Vous avez les factuels comme Hamon, Fillon, qui sont des hommes très structurés, qui répondent par des faits. Et vous avez une 3e catégorie, qui sont des gens qui ont besoin de tout expliquer. On appelle ça plutôt les narrateurs. Et Emmanuel Macron est un narrateur, et là il est en train de jouer. Avoir une prestance, je vous suis, et une voix pour narrer. Voilà. Et il est en train de jouer contre nature parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme très introverti. C'est pas un communicant naturel, Emmanuel Macron. C'est un introverti. Donc si je vous suis, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué, et là aujourd'hui, il a surtout une gestuelle qui nous rappelle un autre requin. Il s'est mis en scène par l'apprentissage du théâtre depuis tout petit. Et petit à petit, c'est un homme qui travaille énormément, qui est très intelligent, qui apprend vite. Donc on l'a formaté pour des discours. Il est dans sa zone de confort. Il explique son programme qu'il connaît par cœur. Là, il change de ton parce que maintenant on est à 3 semaines. Il est en tête, donc il a une très forte pression et il doit attaquer. Il ne sait pas attaquer parce que quand on attaque, il faut vraiment relâcher ses émotions. Moi, je pense que non, mais dès qu'il a une attaque, ça sonne faux. Mais je crois qu'on est entré dans l'ère post-politique là. Je crois que c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a devant nous. C'est quoi l'ère post-politique? On a un télé-évangéliste, on le disait aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en fait un manager. On est dans un grand team building. Il y a des équipes rouges, vertes, bleues. Sortons les post-it. Allez, levez-vous tous ensemble. C'est le candidat. Et on s'applaudit. Et on s'applaudit. On n'a pas de slogan. On a Emmanuel Macron président. Point barre. Il n'y a pas le programme. Certes, il est développé, sauf que c'est un peu pour séduire un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment du marketing politique. Chacun va retrouver. De très bas étage, pardon. De très bas étage. Chacun va on a retrouver ce atteint qui ce compte. week-end. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce qu'on a atteint ce week-end les limites et du personnage et de la communication en politique? Moi, je pense parce que quand on regarde sa gestuelle, uniquement, sans écouter, faites l'exercice, il imite Nicolas Sarkozy. Il bouge les épaules, il bouge la tête comme ça. Il a la gestuelle de Sarkozy. On a l'impression qu'il a et vous pensez que ça a été programme étudié de Hollande, la gestuelle de Sarkozy. En gros, c'est une sorte de synthèse. Emmanuel Macron, c'est un produit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un produit qui a été fabriqué. Il est probablement le jouet ou la marionnette de quelqu'un qui aurait aimé pouvoir se présenter, mais qui malheureusement n'en a pas pu. On va y revenir. C'est donc le nom que vous avez prononcé, mon cher Christophe. Et finalement, il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi? Ça donne rien. C'est pas un produit. On parlait de marketing. C'est un trou noir. On a un marketing. Alors évidemment, on va en avoir des problèmes à la Il attire toutes les composantes politiques. On est mort. C'est-à-dire que c'est ça, c'est une espèce de force. Mais il n'y a rien. C'est un candidat de synthèse, voire un artefact pur et dur, quoi. Un artefact. Non, mais c'est le triangle des Bermudes. Je suis d'accord. C'est ça. C'est le triangle des Bermudes. Et il retire de toute matière les choses. Après, j'en souris d'habitude. Je suis plutôt en colère parce que enfin. Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'air pas résigné, mais parce qu'on va pas se raconter de bêtises. Ce type est dangereux. Il est dangereux. Son programme est dangereux. Et quand il attaque le Front National, c'est la seule chose sur laquelle il a raison de dire que c'est le candidat qui est le plus frontal avec le Front National. Parce que c'est le candidat le plus populiste, avec le programme qui se rapproche le plus. Sa mesure économique phare a été vendue par Jean-Marie Le Pen 2 fois de suite et par sa fille ensuite. Mais donc, il est dangereux pour le Front National parce qu'il. Non, il est dangereux pour nous, pour les Français. Oui, mais il est dangereux pour le Front National et c'est pour ça que Marine Le Pen le combat comme ça. Et c'est pour ça que dans une hypothèse de second tour, Macron-Le Pen, il est donné vainqueur. C'est parce que finalement
naturellement, il est beaucoup plus politiquement correct. Et tout le monde va voter pour lui si jamais on se Oui, enfin, son front républicain, c'est surtout aussi parce qu'il a aussi pas grand-chose à vendre derrière et que c'est... Alors, si vous êtes d'accord, mes amis, nous allons continuer, parce que c'est un peu notre but dans cette émission, en images. Toujours Marseille, décidément, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end à Marseille. Toujours Emmanuel Macron, mais autre contexte. Regardez. Aujourd'hui, et comme on dit ici, on craint des gains. Les Français, ils sont bons. C'est pas bonjour. Oui, je t'ai jamais dit un truc comme ça. Ne me touchez pas. 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 Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français, c'était bon à rien et vous venez là. Allez, non, vous avez dit que les Français, c'était bon à rien. On est d'accord ou pas? Je n'ai jamais dit ça. Vous ne passerez pas. On n'a jamais voté, on votera pour. quinquennat. Mais oui, mais les Français sont intelligents, ça fait plaisir de voir ça. C'est que les gens sont intelligents. Par contre, c'est là où on voit le danger, c'est qu'il dit d'habitude on vote pas, et là on va voter pour pas que vous passiez. C'est-à-dire que vous votez pour qui? Oui, c'est ça. Et c'est là où il y a un vrai danger. C'est là où il y a un danger. Mais ce monsieur, comme vous le dites, il a dit tout haut ce qu'on est en train de dire ici dans cette atmosphère feutrée. Il est le candidat de la suite. Il est le garant de la continuité du programme de François Hollande. Et je pense qu'il a eu vraiment tort de s'afficher avec des soutiens qui sont des soutiens qui l'institutionnalisent. Il avait une stratégie de rupture. Il a été parfois victime de ses soutiens, notamment le dernier la semaine dernière. Non mais enfin, ses soutiens, quel soutien? Enfin, il ratisse large. Attends, Delanoë. Non mais c'est ça. Enfin, Delanoë, ça me rappelle les méthodes de Clichy. Enfin, on va arrêter de Manuel Valls. Manuel Valls, c'est qui? Enfin, c'est toute la Hollandie. Toute la Hollandie. Pas seulement. Mais d'où l'image Oui, non mais Estrosi, ce d'ailleurs. monsieur en question là, il se rappelle de ça. On va y revenir sur cette image parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Alors des attaques, il y en a eu. Je vous le disais, des pleurs. L'idée quand même de rendre coup pour coup entre les candidats. Et puis il y a cette image. Stéphane Attal essayait de la dessiner, voire de la contourner. Eh bien, on l'a, une image d'ailleurs. Un nom aussi, c'était milieu de semaine dernière. Elle venait de François Fillon. Il a continué autre meeting. C'était en Corse. Écoutez. Il faut faire éclater notre volonté d'alternance. Celle d'une alternance forte, pas d'une alternance molle. Faites tomber les masques d'Emmanuel Hollande ou de François Macron, peu importe. Nos compatriotes se moquent bien de ce bal masqué politique. Ils savent bien que sous un pavillon de complaisance différent, c'est bien la même marchandise frelatée qui se trouve dans les cales et c'est surtout le même équipage. Alors, réaction bien évidemment dans quelques instants sur ce que vous venez d'entendre, mais puisqu'on est dans le Emmanuel Hollande ou dans le François Macron, regardez. Bonjour à vous. Bonjour Marseille. Amis, les Bouches-du-Rhône, amis de Marseille. Ville de mon cœur, je vois les Arméniens. Je pense aussi aux Italiens, Les Italiens, aux Comoriens, les Comoriens, les Algériens. Algériens, Sénégalais, Je vois les Maliens, les Sénégalais, aux Maghrébins recrutés dans les villages. les Marocains, les Tunisiens. Mais je ne dis pas tous les autres. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Voilà Marseille. Je vois quoi? Je vois des Français. J'aime Marseille parce que j'aime la France. Voilà, une séquence réalisée sans trucage. Il ne s'agit simplement que de montage. Commentaire pendant justement, autant tout vous dire, c'est la franchise dans la médiasphère de Ludovic Delerche. Il ne voit quoi? Il ne voit plus rien. Non mais sur la réaction des comédiens. Mais sur la réaction de Fillon, Non, mais c'est quand comme quoi même... une stratégie de communication assez limite. Elle a ses limites, sa stratégie de communication, et tout commence à s'effriter. Moi, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée ce week-end, c'est qu'il paraît qu'il est coaché par Mimi Marchand. Je ne sais pas qui était Mimi Marchand. C'est quand même une femme Expliquez aux téléspectateurs qui est Mimi Alors, Marchand. Mimi Marchand, c'est une femme qui quand même donne toutes les images pour les paparazzi, de paparazzi dans la presse People. Et il semblerait, ça a été relaté par Vanity Fair, que Brigitte Macron était à un dîner avec Xavier Niel. Elle s'inquiète sur l'affaire de l'homosexualité de son mari. Xavier Niel lui dit, mais il faut absolument que tu sois coaché par cette femme. L'équipe de Macron tremble. Et en fait, c'est une femme qui a conseillé à Brigitte Macron de poster, de faire la couve de Paris Match en maillot de bain. C'est aussi elle qui a conseillé
conseillé à Macron de mettre des banderoles, des couleurs un petit peu sur scène. Elle lui a dit quitte ton pupitre, il l'a pas fait. Elle est au premier rang de tous ses meetings. Mais et elle danse comme on l'a vu à Marseille. Et elle danse. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est coaché quand même par quelqu'un une folle et quelqu'un qui lui fait travailler sa voix. C'est quelqu'un, on lui a appris à parler marseillais en 48 heures et on voit bien les limites de sa communication. C'est mal passé. Il a très mal dit, hein. Franchement, c'est ce qu'on appelle un flop, mais quelle erreur de com. C'est du basique, quoi. On ne peut pas employer l'expression d'une région dans laquelle on va si on est décalé par rapport à cette expression. Il est en décalage complet. Il sait même pas ce qu'il dit. La référence à Ayam, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas. Oui, alors il y a cette référence effectivement à Ayam. Complètement raté cette référence à Ayam, donc c'est vrai que moi je vous rejoins totalement. On a l'impression que la prochaine fois s'il va à Reims il va faire de l'électro, s'il va à Toulouse il va faire du ska, enfin on se demande un peu ce qui il va parler champagne à Reims. Ouais, c'est exactement. Voilà. Il n'a pas parlé football par contre, il a eu tort. Non mais il y a l'histoire de l'écharpe quand même du PSG jetée à la foule en disant il l'avait déjà fait d'ailleurs Emmanuel Macron que son équipe de cœur était l'OM. Mais ça c'est nul. Il aurait pu parler football bien autrement. Je veux dire, la religion marseillaise, c'est le football. S'il avait voulu créer de l'empathie, il aurait dû faire autre chose sur le football. C'est là où moi, je veux dire, on parle politique, mais on parle communication ici. Oui. Et donc, il faut raisonner uniquement en termes de communication. Quand on attrape les codes. Mais est-ce que justement, alors je vous laisse finir, pardon, excusez-moi, mais par rapport à ce que disait Caroline. Une cible, il faut la travailler. Vous avez travaille pas, enfin c'est terrible quoi. Non mais le coup de l'écharpe, c'est évident. C'est que vous êtes dans une salle. Et les artistes. Encore une fois, est-ce que c'est justement. Vous êtes des spécialistes de la communication. Est-ce que on n'a pas atteint les limites de cette communication ? Le coup de l'écharpe, c'est très significatif et c'est très représentatif. C'est qu'on est dans une salle où les gens dorment. Moi j'ai fait des meetings de Macron, on se fait chier. Il n'y a aucune conviction, il n'y a rien qui porte. Et donc quand on arrive à Marseille. Quand on balance une écharpe du PSG, c'est censé électrifier tout. Pour réveiller. Ouais. Exactement. Les gens sont censés hurler, etc. Parce que pour réveiller une salle qui en fait s'endort. Parce que vous les réveillez avec quoi ? Avec la taxe sur les prestations sociales, mais non. Donc, alors en parlant de salle, autant tout vous dire, on va essayer de voir si pendant l'émission on retrouve ces images. On en a trouvé, bien évidemment, mais elles sont difficilement diffusables en termes de qualité pour tout savoir sur cette fameuse salle. Beaucoup dans les médias ont dit, je vous disais en ouverture de l'émission, 6000 personnes à Marseille. En fin de compte, la salle pourrait contenir que 3000 personnes. Et dans certaines images, on voit que cette salle était à moitié pleine, ou au quart vide, en tout cas, voilà. Regardez, justement, l'image, vous voyez, ça c'en est une. Il y en a d'autres, bien évidemment, on essaiera de vous montrer ça. Il y a le premier front, et puis derrière, il y a personne. Rapidement, sur les propos par rapport à Ayam, là par contre c'est grave, on peut sourire, rire, parce qu'il ne sera pas au second tour, maintenant on le sait, on est tous ravis. Mais par contre sur Ayam, c'est grave, parce qu'on prend un morceau emblématique d'un groupe marseillais, mais qui en fait parle pas que de Marseille. Il parle du déterminisme social, qui fait que quand on est un enfant et qu'on est dans une famille pauvre, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est dans une famille riche. Et ce texte est splendide. Il est beau, entre cache dorée, cache d'acier, etc. C'est ciselé, c'est du Ayam. Et, alors soit c'est un neuneu qui a juste repris le texte et qui n'a pas été foutu d'écouter le titre, mais c'est vraiment de l'incompétence. Et qui n'a pas compris le sens. Soit c'est du cynisme, parce qu'il commence sa phrase par « Non, nous sommes bien tous nés sur la même étoile ». Donc l'air de dire « Ayam, vous avez tort ». Et là, c'est une grosse erreur. Et là, c'est une erreur et un cynisme qui, là, par contre, est beaucoup plus grave et beaucoup plus indigne, en fait, que simplement Kiki qui fait de la politique. Moi, je vais vous dire, malheureusement, il est dans la superficialité totale. Mais bien sûr. De tout. Tous les sujets qu'il adresse, il les adresse de façon superficielle. Je suis pas certain qu'il ait vraiment lu le texte de cette chanson sublime tel que vous l'avez écrit. Pourquoi ? Parce je suis pas certain qu'il s'intéresse au football. On parlait de l'image Closer, Voici, Gala, enfin tous les magazines People. Et c'est un candidat de l'image. Et de la posture. La posture, il était le seul dans cette campagne à pouvoir parler aux jeunes. Il a 39 ans. Je veux dire, il est quand même beaucoup plus proche de quelqu'un qui a 25 ans qui va voter pour la première ou la deuxième fois que les autres. Et il n'y a que Mélenchon qui fait ça. Moi, il y a quelque chose qui me trouble sur sa communication orale. Je regardais C'est à vous, et en fait, la journaliste l'attaque sur le fait qu'il ait accepté de montrer son couple dans les médias. Et il s'énerve, il dit « Mais bon sang de bonsoir !» Est-ce que vous employez cette expression à 38 ans dans sa communication, même à 50 ans, je vais vous dire, communication, parfois il dit naguère. Voilà, et je trouve qu'il y a un décalage entre sa femme qui, pardonnez-moi, que je trouve très belle, c'est une femme qui est très intéressante, qui ne fait pas son âge, et un homme de 39 ans qui se dit être révolutionnaire, qui veut amener. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Caroline, et qui emploie un vocabulaire très étonnant. Certainement, et peut-être d'ailleurs, et l'image qu'on veut bien lui donner. C'est le packaging. On en revient au candidat marketé. Si on dirait un étudiant en commerce. Je vais dire mais bon sang de bonsoir. Mais ça alors, allez-y. Ça pristille. Oui, maintenant on va parler comme ça chez vous, Christophe. Bon, il y a de l'image, il y a aussi de la politique, bien évidemment. Toujours Emmanuel Macron, son ennemi François Fillon, règlement de compte entre les deux hommes. On va commencer, bien évidemment, par Emmanuel Macron. C'est devenu un clan.
qui joue sur la revanche, qui ne promet que cela. Il va venger. C'est un clan aux pratiques inacceptables, qui ne propose plus rien, qui hier encore a fait siffler un représentant de la famille gaulliste. Alors, il joue. Il n'est pas habité. Il n'est pas habité. C'est-à-dire qu'on sent que ce sont des phrases préparées et qu'il ne se les est pas appropriées. Et c'est ça qui dérange, je trouve, à l'image. Il interprète un rôle qui lui a probablement été écrit par d'autres, dont on peut supposer qu'ils sont François Hollande, son épouse et je ne sais qui encore. Mais il interprète un rôle. N'oublions pas qu'il a connu sa femme dans un cours de théâtre il y a déjà 20 ans, 25 ans. Et finalement, il n'est peut-être pas autre chose qu'un comédien de planche qui interprète un rôle que d'autres veulent écrire pour lui. Alors, autre sonore à analyser, c'est tout de suite, c'est parti. Je veux que nous soyons le vote du cœur, le vote de l'enthousiasme, le vote de l'espérance, et que nous chassions loin de cette campagne, loin du pays, le parti de la haine, celui du mépris, celui du repli, et toutes celles et ceux qui nous font tellement honte. Aujourd'hui, et comme on dit ici, on craint des gains. Voilà, on craint des gains, séquence 2. Et commentaire de Caroline Chevalon sur ce que vous venez de voir. On est au théâtre, on regarde une tragédie qui se dessine avec un homme qui a appris à se mettre en scène. Il a appris, pour moi, je signe, je confirme, pour moi c'est un introverti. Et vous pensez que ça se fracture, pas dans les médias, parce qu'on est là pour en parler bien évidemment, on parlera d'ailleurs des médias dans quelques instants, mais dans l'électorat? Ça se voit pas dans les sondages encore. Mais on parle de sondages. Les sondages ne représentent que les gens qui répondent au téléphone sur les enquêtes d'opinion. Donc ça représente pas les Français. Ça représente les gens qui acceptent de prendre leur téléphone après un débat pour répondre à une enquête d'opinion par téléphone. C'est censé représenter les Français. Parce que ça représente personne. Moi, je les ai vécus dans la pub pendant 15 ans. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Ça ne représente personne. Ils se plantent systématiquement depuis 10 ans. Et on continue. Par contre, sur la tendance, ils perdent des points. Tout le monde perd des points. Et après, ça commence à se fracturer. Mais quand on voit Fillon qui l'attaque, bon, c'est quand même le camembert qui dit Reblochon tu pues. Parce que le type se gaffe d'argent public depuis des années, nourrit sa famille, sa femme, ses enfants, tape dans la caisse. Oui. Mais il tape sur Macron en disant on va faire tomber les masques et c'est la continuité. Mais alors, bon, lui qui le fasse tomber aussi le masque. Mais après, c'est choquant en fait. C'est choquant et toute la clé, c'est l'abstention. Et on continue à nourrir l'abstention si on parle pas de conviction. Et donc Macron nourrit l'abstention, Fillon nourrit l'abstention parce que c'est du foutage de gueule. Alors les sondages ne sont peut-être pas des horoscopes comme peut le dire Mélenchon, mais en tout cas ils donnent des dynamiques. C'est le seul truc intéressant. C'est des tendances. C'est voir si on gagne plus 3 points, moins 3 points, etc. Donc là on voit, il est en train de descendre gentiment. Je pense que la cristallisation ne s'est pas faite encore. On est tous en train de débattre sur quand est-ce qu'a lieu la cristallisation. C'est un peu la galère de Troie aura-t-elle lieu, mais en fait je pense qu'elle n'a pas eu lieu. Je pense ce que vous appelez pour expliquer à ceux qui nous regardent la cristallisation, c'est le moment où on se décide vraiment pour un candidat et on est décidé fermement sur un choix de vote. Il s'est trompé. C'est ce qui fait le socle d'ailleurs du Front National. C'est dit alors que la cristallisation. Exactement, parce que le Front National, les électeurs sont très décidés. Et c'est vraiment toute la différence. Je pense qu'il s'est trompé de cible marketing. Il a fait une campagne depuis le début pour les journalistes, pour les médias. C'est le seul à pas agresser les journalistes. C'est le seul à sourire, à être totalement empathique avec les médias. Il a fait une campagne pour les leaders d'opinion, jusqu'à en oublier que c'est pas les journalistes qui votent à un moment donné. Et c'est toute la limite de l'exercice. Et que les journalistes, au vu de l'ambiance, ne font plus vraiment les candidats aussi. Exactement. Et on communique sur 3 registres qui sont assez connus. C'est l'éthos, c'est qui je suis. Donc là, on voit ça s'effrite parce qu'il y a une différence entre un langage justement un petit peu de personnes plus âgées et puis qui il est vraiment. Sur le logos, donc le fond, la raison, donc quel programme on propose. Là aussi, on voit que ça s'effrite parce que finalement, le marketing politique, il est ce qu'il est. On répond aux besoins de tout le monde et c'est du micro-ciblage mais hyper large. Et puis, enfin, sur le pathos, il a fait tout sur le pathos. C'est tout sur l'empathie, tout sur l'image. Et c'est ça qui... Alors en parlant d'image... Je ne suis pas sûre que ça va s'effriter. Il faut voir dans le temps parce qu'il a quand même une grande capacité de réactivité. Dès qu'il sent qu'un danger arrive, il réagit extrêmement vite et il désamorce régulièrement. Alors, voilà. On verra effectivement demain pour ce débat. On en parlera bien évidemment dans la médiasphère en termes d'image et peut-être justement dans cette expression de savoir s'adapter, voire de semer la zizanie. Il y a une autre séquence. Là aussi, c'était ce week-end. Regardez, rencontre entre Emmanuel Macron et Christian Estrosi.
On a les vrais ennemis. Avec le pot de Dragibus juste devant. C'est de l'incompétence, parce que n'importe quel homme politique aurait refusé ça. D'avoir Kiki avec sa petite bonbonne de Dragibus face à lui, en train de parler avec Estrosi, en termes d'image, sachant ce qu'il incarne et sa jeunesse qui est souvent taclée par les autres, dans vraiment n'importe quel... S'il avait une équipe de com un peu compétente autour de lui, ils auraient dû refuser ce pot à bonbons face à lui. Enfin, c'est Brigitte qui lui a amené son goûter, parce que Kiki va parler pendant 1 heure avec Estrosi. Alors, si on parle d'image et de com, rien que la lumière, donc l'éclairage de ce reportage, il est raté. Il y a un côté tamisé. Il est raté. Il est raté. Mais pourquoi Rencontre secrète, non? Parce que ça a été fait au dernier moment, cette histoire. Ça a été dealé dans la nuit entre les équipes. Ça s'est organisé pourquoi, d'ailleurs le lendemain. Eh bien, pourquoi? Pour contrer on va y revenir. Pour contrer Emmanuel Hollande, lancé par Fillon. C'est-à-dire que là, on avait tous les valsis qui arrivent. Et Estrosi, sarkozyste, se prête au jeu. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, il est redevable d'une certaine façon. Parce que l'homme qu'on a vu sauter sur scène, genre qui ne saute pas n'est pas Macron, c'est l'homme qui a permis à Estrosi d'être le président de région. C'est-à-dire qu'il est redevable, Estrosi, d'une certaine façon, et il joue aussi le fait qu'il a été hué la veille dans un meeting pour défendre François Fillon, et qu'il a toujours appelé à voter Juppé. Il a demandé à Fillon de se désister plusieurs fois. Il cherche un job. Non, mais 48 heures, il a vu ces deux. Mais ça vient pas d'Estrosi, hein. C'est En Marche qui a contacté Estrosi. Oui, mais il a accepté. Enfin, il a accepté. Sauf que lui a accepté en disant OK, mais je veux de la télé. Et il veut une image, ce qui n'était pas prévu par En Marche au départ. Et c'est pour ça que c'est pour le savoir, elle peut être désastreuse. Non, mais c'est pour ça que c'est monté. Ça lui sert à quoi à Estrosi d'avoir une image? Il est candidat à rien, sauf évidemment à avoir un job chez Macron, chez Fillon. Mais comme tous les opportunistes. Il y a l'ouverture, justement, notamment au centre et à droite, prônée par Emmanuel Macron. Oui, et c'est très risqué pour Macron parce que justement, Estrosi est quand même quelqu'un qui est très clivant pour la gauche. C'est contre Christiane Taubira, contre le mariage pour tous. Enfin, c'est des choses un petit peu fortes et iconiques. Enfin, il s'est attaqué à ça, quoi. Mais il en a besoin en PACA pour les législatives. Je vous laisse continuer si vous êtes d'accord sur le sujet. On va juste écouter ça. Estrosi, c'est un signe. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des responsables politiques nombreux qui regardent l'avenir en pensant qu'on va devoir travailler ensemble. On partage l'essentiel Estrosi-Macron. Ah, ça, c'est génial. On a fait du chemin. C'est aussi le mot ralliement qui est utilisé dans cette campagne à tout va. Alors ralliement, là ils ont inventé un nouveau jeu, c'est-à-dire qu'on avait le ni oui ni non, c'est le ni ralliement ni soutien. Donc on a une visite républicaine qui veut bien dire ce qu'elle veut dire d'une certaine façon. On est quand même très très loin des belles campagnes politiques. Je veux dire, depuis... Est-ce qu'on n'est pas aussi très loin des préoccupations des Français? Parce que les belles campagnes politiques répondent à des attentes du peuple. Et aujourd'hui, la campagne politique, elle répond soit à des attentes des réseaux sociaux, soit à des attentes des journalistes. Non, mais ce qui est plus... Moi, j'ai juste une citation que je trouve assez intéressante, qui dit: Estrosi, c'est la banalisation du discours de l'extrême droite. Il ne cesse de préparer un nid douillet au Front National. Mais là, ça, c'est le mouvement En Marche il y a 1 an. Donc on voit la profondeur des convictions. Et ça, c'est grave. Parce que c'est pas tellement parler aux Français de leurs problèmes, parce que ça, c'est pas très intéressant. Mais le fond pédagogique de réconcilier avec la vie politique, avec la vie citoyenne, de construire un projet, et en plus d'arrêter de mentir. Parce qu'on continue de mentir. Ce matin, la Bourse de Paris est en train de battre tous les records. Donc notre économie va très bien. Pourtant, ils nous disent que ça va très mal. Sur la xénophobie, le racisme, on l'entretient, parce que c'est ça qui est grave, en fait. C'est que non seulement la campagne est creuse, mais surtout, c'est pas de parler des problèmes aux Français. C'est surtout d'avoir une vraie logique de pédagogie, de réconciliation avec la politique et de reconstruction d'un avenir commun. C'est pour ça qu'on est vraiment dans l'ère post-politique. Exactement. Et je pense que c'est ça qui émerge, c'est-à-dire que c'est le candidat du moment. C'est-à-dire le candidat qui ne parle pas du sens, justement, qui est sur la forme et sur l'image, et il agrège un peu tout ça. Est-ce que vous voulez entendre une réaction politique à ces séquences qu'on vient de voir, et vous allez pouvoir continuer sur le terrain où vous étiez? C'est parti. Monsieur Estrosi à Marseille reçoit Monsieur Macron. Et chacun de déballer le grand jeu de courbettes, de déclarations inamourées, de promesses de travailler ensemble. Quand ça? Demain? Non! Aujourd'hui! Dès maintenant! Et pourquoi faire? Faire reculer le chômage, l'insécurité, mettre à bas le terrorisme, le communautarisme? Non! Faire battre le Front National! Voilà. Elle fait du Le Pen, mais elle le fait très bien. C'est ça. J'allais dire, on est loin de la com, entre guillemets. On est dans le fond. Bah non, elle est aussi dans la com, mais elle en a besoin encore. On n'est pas dans le fond. Elle est à l'école de son père. C'est que de la com, parce qu'elle fait mais on est dans le fond de cuisine du Front National. Exactement, c'est ça. Elle est toujours dans la victimisation. D'ailleurs, je pense que... Sur le contenu, bien sûr, on est dans le fond de cuisine, mais elle irradie l'écran
par rapport à Macron. C'est terrible, j'ai pas du tout envie d'avoir à dire ça, évidemment. Mais elle est super forte, quoi. Elle occupe tout l'écran. Elle est tribun ou tribune, je sais pas comment on le dit au féminin. Mais c'est une Le Pen, c'est une vraie Le Pen. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'arranger les foules. C'est intéressant parce que je trouve que Marine Le Pen, elle a grandi avec la politique et on le voit bien dans les images. C'est-à-dire que quand elle a 18 ans, elle est vraiment la fille de l'adolescente un peu rebelle. Après, on va sentir la femme. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle est dans des codes de communication de la maman protectrice. Et ça se voit quand elle apostrophe des électeurs dans la rue. J'ai vu une image où elle disait à l'un d'entre eux, bon, vous avez terminé, je peux causer maintenant. Et on avait vraiment l'impression que c'est la maman qui va dire à table, qui tape la main sur la table. C'est Alice Sapritch dans Folcoche. Voilà. Alors, autre communication, autre élément qui revient assez souvent et très souvent, bravo pour l'image dans cette campagne. Alors, ils l'ont tous fait, hein, notamment ce week-end, la presse. Et comme on parle de presse, on va revenir avec Marine Le Pen. Ça pourrait résumer ce que pense une bonne partie des candidats d'ailleurs. Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses. Le but ne sera pas de commenter avec neutralité et déontologie, mais de dénigrer, de caricaturer, parce qu'ils ne savent faire que cela dès que j'ouvre la bouche. Sûrement auront-ils à peine écouté le discours d'ailleurs, mais plus d'un Français n'est dupe de cela. Les médias encore. Mais elle est super forte. On parle quand même d'un parti qui a organisé une fraude fiscale à grande échelle avec des sociétés écrans qui vendent des kits de campagne qui sont remboursés avec l'argent public. Donc c'est une escroquerie à grande échelle. L'assistant parlementaire qui était organisé, on a les mails, etc. Ouais. Et on a quand même quelqu'un qui est sur scène avec marqué au nom du peuple, alors qu'elle a tapé dans les poches pour pouvoir nourrir des gens qui sont. Enfin, le Front National s'est construit avec des gens qui ont des noms à particules. On parle de noblesse installée. Elle a été nourrie. Oui, alors là, on va retourner vers les médias, ça ne passe pas en tout cas. Ça a du mal. C'est pas François Fillon. Et on a quelqu'un qui parle aussi à l'électorat le plus populaire, alors que c'est quand même quelqu'un qui vient aussi d'une grande bourgeoisie. Il y a une espèce de hiatus comme ça, et pourtant tout passe. Tout est calculé dans les vêtements. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu. Tout simplement parce qu'on s'y attend. La concernant. Sur l'Europe, c'est finalement s'y attend. Ce qui a provoqué l'affaire Fillon, c'est qu'on ne s'y attendait pas. Le peuple ne s'y attendait pas. Et il a provoqué un effet de sidération suite aux révélations du Canard enchaîné qui a cristallisé sur les affaires. Mais avec elle, on s'y attend, ça a toujours été comme ça. Sauf son père est un magouilleur, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un grand enfumeur. Sa fille, pareil. Il va savoir si les deux sœurs, c'est pas la même chose aussi. J'en sais rien. Mais la grande différence, effectivement, c'est qu'elle n'a jamais dit qu'elle était irréprochable. La grande différence avec Fillon, c'est d'ailleurs ce qu'il a regretté ce week-end en Corse, François Fillon, quand il a dit voilà, je l'ai dit et c'est pour ça que tout le monde m'est tombé dessus. Bien sûr. J'aurais pas dû le dire, c'était une erreur. Pas le fond, d'ailleurs, mais la formule était une erreur. Mais en plus, il y a un fond. Je vais vous raconter une scène avec Marine Le Pen que j'ai vécue il y a quelques années. Il y a un fond chez elle qui est assez intéressant. Je me suis occupé d'une école de rugby pendant très longtemps et son fils jouait à Suresnes. Et donc j'étais moi avec le Racing et toute l'école de rugby du Racing. Et elle vient chercher son enfant. Et elle sait que c'est le Front National. Elle a l'habitude de l'hostilité des gens, etc. Et on voit qu'elle balaye et rapidement. Moi, je me suis battu toute ma vie contre le Front National, donc ça devait se voir. La seule personne qu'elle a targetée, c'est moi, et pendant 2 heures, elle m'a pas lâché. Et elle est redoutable, parce qu'elle est habile, elle est intelligente, c'est une femme cultivée. Donc tout est bien travaillé, et elle aime cet affrontement d'aller tout le temps au plus difficile. C'est la grande différence qu'il y a 2 grands populistes aujourd'hui, qui sont elle et donc Macron. La grande différence, J'allais vous poser la question, vous voyez. J'en prends un petit peu quand même. Parlons pas de Mélenchon il y a 5 ans. On va en parler pourtant dans 2 minutes. Mélenchon, aujourd'hui, c'est très différent en fait. Et sur le fond de son programme, il a un fond populiste depuis très longtemps. Si on regarde son programme-là, il n'y a rien de populiste dans son programme en réalité. Vous parlez de Mélenchon. Et vous savez quoi ? On va en parler tout de suite. Quelle transition! Ah, c'est bien, c'est préparé. Oh là 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 là. Mélenchon, on l'a titré comme le 3e homme. Lui pense peut-être le 2e, et certains, pourquoi pas, sur ce plateau, pensent même 1er homme. En tout cas, on l'écoute parce que Mélenchon a un poids. Mélenchon a un appui, les astres. Il est vrai que depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. Eh bien, si ça sert à donner du cœur à l'ouvrage, tant mieux. Et il ne faut pas renoncer à l'enthousiasme qui nous saisit à l'idée d'une victoire qui hier semblait impossible et aujourd'hui semble se rapprocher de nous. Alors on va parler fond, on va parler forme, et Stéphane Attal en parlait en regardant les images, en disant les images, le public, les jeunes. Les jeunes, la densité, la compacité de la foule, il parle à des fans. Le dernier qui a été élu par des fans, il s'appelle Trump.
Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand même. Hein. Ça n'a rien à voir quand même. Là, ce qui est intéressant dans la scénographie, c'est que c'est vraiment du stand-up, quoi. C'est-à-dire Je qu'il vois fait quand un même ce show. que veut dire Stéphane Attal, c'est-à-dire que ne fait pas un parallèle entre Non, il y a Trump et une Mélenchon, émotion mais fort, mais qui est pas déclenchée sur pour les mêmes ce raisons. mouvement de fond. Oui, mais Et autant tout dire à celles et ceux qui nous regardent, même dans les médias. Mais bien sûr. Mélenchon est en train de séduire. Mais bien sûr. Mélenchon est en train d'avoir un traitement particulier, des Mais- commentaires particuliers. Mélenchon travaille ça depuis des années. Mélenchon a commencé à aussi pacifier un peu sa communication. Il utilise la communication non violente, donc il Qu'est-ce qu'il fait se fait d'ailleurs plus C'est une rond. bonne question, je vous pose la question. Il se fait plus rond là dans Voilà. les médias. Est-ce qu'il a une communication, Mais bien vous dites sûr. qu'elle a changé, de gagnant En fait, ou d'homme du deuxième tour? Non, en fait, je pense que c'est pas qu'il a une. Enfin, il sera au second tour. Vous avez des sondages qui sont faits en face à face, qu'il annonce comme pour les Français, c'est la personnalité. Je le la plus à même. Et on a- Allez. on a Il même- sera au deuxième tour. Combien de Je le numéros démonte. sur Mélenchon 9h44. En fait, la grande différence dans la communication, c'est que Mélenchon s'est aperçu que son personnage nuisait à son propos. Oui. C'est-à-dire que l'homme énervé, grognon, etc., nuisait au fond, parce qu'en fait, le fond de son programme n'a pas changé. Quand on regarde et qu'on remonte en arrière, Il maltraite les dit médias. la même chose. Il maltraite les médias, et donc il a accepté lui de se mettre en Et ça peut faire plaisir à son électorat. et du coup, il rentre dans une posture d'homme d'État. Parce que quand il gomme l'individu pour dire mon projet est plus important que moi, donc vaut mieux que je la ramène un peu moins, même si par moment ça ressort, mais il fait un travail sur lui. Et là, il rentre dans une stature d'homme d'État. Et sans compter le second Mécaniquement. degré. Le second Lui degré, travaille voilà, pour beaucoup de choses intérioriser, alors qu'Emmanuel Exactement. Macron, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, lui travaille pour Extériorise le extérioriser. vide. Donc du coup, Hier, il a eu une C'est- en séquence termes sur de la santé communication, publique. En termes de communication, ils sont totalement opposés. Mais il y a une chose chez Jean-Luc Mélenchon qui est incroyable, c'est que je pense que c'est le seul à vraiment prendre du plaisir. On sent qu'en meeting, il prend du plaisir. Il est en communion avec son public. Parce que c'est pas évident hein, d'un seul coup. Mais contrairement aux autres, il fait une campagne tranquille. Mais complètement. depuis un an, Et il a Il est pas égal à changé. lui-même. Il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas d'ennemi, personne ne le trahit. On va Mais parler de pourquoi trahison dans quelques Pourquoi? Parce instants. qu'il a un socle de conviction qui est très ferme, c'est-à-dire qu'il est vraiment très solide sur ça. Il a juste eu l'image à travailler au fur et à mesure, et ça fait même plus d'un Il n'y a an pas d'affaire. qu'il fait ça, il n'y a pas d'affaire, donc lui, il Et ça continue joue son petit beaucoup dans cette bonhomme campagne de Pas chemin. encore. Et il n'a pas peur des gens. Oh. Elle serait déjà sortie à Ouais, 20 c'est ça. jours quand Je pense même. que là- Non, puis surtout, il a une vision, une conviction et un projet à défendre. Donc ça change tout. Ça change tout, notamment dans les meetings, mais sur l'ensemble de ses apparitions, il a un socle et quelque Il a chose même à un défendre. look. Regardez la photo. Il a même un look. J'imagine que s'il était au second tour ou s'il est élu président, il va y avoir une mode Mélenchon. Il est pas habillé comme On le les voit. autres. Il a pris des habits de vieux trotskistes. Faut dire ce qui est. François Fillon fut un temps avait essayé cette petite veste. Ouais. C'est Ouais. pas le même prix, mais il a essayé. Elle n'est pas le même prix, ouais, en effet. D'ailleurs, il l'a Désolé. rendu. a-t-il dit. Le seul danger que je vois dans sa communication, c'est qu'à un moment donné, la forme prenne le dessus sur son programme et sur les idées qu'il faut en ressortir. Parce que finalement, on pourrait presque tous aller voir un meeting de Mélenchon pour le spectacle. Parce que c'est un excellent orateur, parce qu'on attend sa petite phrase, on attend la façon dont il va être un peu Et il y en a à Et chaque d'ailleurs, meeting. regardez aujourd'hui, on parle plus certainement de l'horoscope que de ses idées. Ce dont parlait Stéphane Attal tout à l'heure, et cette image avec Trump, il y a toujours la bonne phrase, on attaque toujours les médias, il y a toujours quand même, quelque part dans ces messages, des codes qui sont respectés, et ça fonctionne, ça semble Le Washington Post, la veille de l'élection américaine, donnait Clinton élu à 80%. Mais bien sûr. La veille. Donc c'est quand même terrible. J'en parlais avec un camarade hier à dîner qui était aux États-Unis à ce moment-là, et qui me disait, notamment sur la Floride, tu sais, mais c'est juste incroyable que les médias comme le Washington Post ou d'autres annonçaient Trump gagnant, et notamment en Floride, Clinton, pardon, et notamment en Floride. On disait quand on prenait la route, les Américains ils l'affichent sur leur maison pour qu'ils vont voter et sur leur pare-choc. Sur la route, il y avait que du Trump. Donc c'est une espèce d'aveuglement, et on est exactement dans le même cas. Merci beaucoup Ludovic. Décidément, nous avons vraiment préparé les transitions. Parce que quand on prend la route, on peut prendre la route avec une caravane. Et justement, oui, elle est très dure celle-là. Ce matin, 8h30, ouais, je vois que ça réagit pas tellement sur le plateau. 8h30, il y a un autre, regardez, candidat qui lance la caravane du revenu universel. Le cœur qui bat la France, bien sûr. Le pauvre Hamon. Une campagne difficile, lâchée, trahie. Il essaye. Il espère. La conviction, regardez sur ces images, elle n'est pas vraiment là. Ludovic de la Herche disait ah la vache. Je vous laisse le commentaire. Non mais c'est triste parce qu'il a fait une belle campagne. Enfin, il fait un une beau belle programme, campagne. une belle campagne. Sauf qu'il est aidé par personne. Il est trahi par tout le monde. C'est le seul qui parle d'amour. On en a déjà parlé. Son discours d'investiture, le soir où il est élu aux primaires, enfin il est désigné pardon aux primaires, est magnifique. C'est l'un des plus beaux discours qu'on a entendu depuis très longtemps. Alors prendre Donc des caravanes quand même pour expliquer son revenu universel sur lequel il est revenu, c'est un peu compliqué. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il fasse griller des hérissons dans un caddie. Mais c'est la caravane, c'est un principe c'était le principe de Montebourg qui avait fait une caravane comme ça qui circulait un petit peu partout. D'ailleurs C'est vrai que l'idée ouais.
Mais c'est vrai que l'image est assez désastreuse. Et en plus, là, les médias accentuent ça. C'est-à-dire qu'on va voir les gens, justement, qui sont passifs derrière, l'absence d'animation. Ça, c'est des images qu'on a tournées. Oui, hein. mais il y a des images qui sont ressorties aussi dans le back-office des meetings. On le voit un petit peu tout seul. Et effectivement, il fait une campagne tout seul. C'est le seul à faire vraiment campagne, en plus, véritablement. Et voilà. Mais on le disait, Rantaine, c'est le seul aussi. Enfin, c'est l'un de ceux qui fait une belle campagne, une vraie campagne. S'il n'y avait pas autant de trahison, si certains n'avaient pas décidé de régler le sort du PS au-delà d'Amont. Mais il a été le premier à trahir quand il était dans les frondeurs. Il faut savoir qu'il paye aujourd'hui ce qu'il a lancé il y a 2 ans et demi à peu près. C'est possible que ce soit ça, tout simplement. Il fait effectivement une belle campagne. En tant que candidat, je trouve que c'est un bon candidat. Beaucoup de monde à son il a, notamment. Il a de vrais sujets, il a de vraies propositions. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, sur le plan du marketing, sur le plan du contenu et sur le plan de la façon dont il l'exprime, c'est-à-dire la communication, c'est un bon client. Le problème, c'est qu'il manque d'audibilité parce qu'il est cassé de l'intérieur. Il est cassé sur sa gauche par Mélenchon, il est cassé sur le centre par Macron, et maintenant il est cassé par Valls qui veut récupérer le parti. Et dit-on par François Hollande qui veut l'éliminer. Oui, parce que de toute façon, Macron, Valls et Hollande, c'est pas la même maison. Hein. Et on l'a déjà dit ici, on en a déjà parlé ici, mais ce qui est choquant, c'est que ça reste encore une fois un non-respect démocratique. C'est-à-dire qu'il y a eu des primaires, des gens ont voté, et d'ailleurs il y a un mouvement qui s'est lancé qui est très intéressant, et je l'ai fait, pour aller porter plainte au commissariat pour abus de confiance pour les gens qui ont voté à la primaire socialiste. Ça commence quand Mais ça y est, il y a plus d'une centaine de plaintes déjà qui ont déjà été déposées, on les regroupe, etc. Parce que le Parti socialiste est censé exclure Valls, qui s'est engagé sur l'honneur à suivre le candidat de la primaire, les gens ont payé pour. Donc si vous avez payé 2 €, je vous invite à aller porter plainte au commissariat de police. C'est Judas. Pour abus de confiance, exact. Et la plainte est recevable pour qu'on récupère au moins nos 2 €. Et quand derrière, on connaît tous. On va suivre d'ailleurs cette plainte. Non, vous dites combien? 100 personnes? Il y a un peu plus de 200 personnes qui ont déposé plainte. Et il y a une pétition qui circule. Et il y a aussi une pétition. Quand vous reviendrez la semaine prochaine, on fera le point. Les chiffres, bien évidemment. On connaît tous le spin doctor derrière tout ça. Il a vieilli. Moi, je dirais qu'il a toujours eu un problème d'image et qu'il n'a pas un mental de leader et on ne le voit pas descendre les Champs-Élysées et lui-même n'y croit pas. Oui, mais en attendant, il fait le job sur un terrain qui est intéressant, c'est qu'il fait un job de démocratie, de pédagogie, pardon. Ça suffit pas. Oui, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on en a besoin. Mais on est peut-être justement sur le parallèle dont on parle dans cette émission depuis le début de cette campagne entre le décorum, l'image, le spectacle et la réalité. Et ceux qui sont là depuis et le terrain. Le Pen est là depuis très longtemps. Mélenchon, c'est quelqu'un qu'on connaît. Ce sont des personnages qu'on